Juin 1967. Les Israéliens infligent en 6 jours une défaite écrasante à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'ensemble du monde arabe. De ce bouleversement, nous continuons de vivre aujourd'hui les conséquences. Qui se souvient des rêves de Gamal Abdel Nasser? Nasser incarna pendant près de 20 ans les espoirs d'une grande nation arabe unie, libérée de la domination des vieilles puissances coloniales. Et puis, son rêve d'unité des Arabes s'est fracassé en ces 6 jours de la défaite de juin 1967. 3 ans plus tard, Nasser meurt à 52 ans d'une crise cardiaque, le cœur brisé, disent ses amis. Que reste-t-il des rêves modernes et laïques de Nasser? Un monde arabe déchiré, où toujours plus nombreux aujourd'hui sont ceux qui ont perdu espoir et cherchent une issue dans une religion accaparée par des extrémistes. L'an prochain à Jérusalem. Cela avait été pendant des siècles le rêve des Juifs, sans que ce soit jamais un rêve de conquête. Or, c'est en vainqueur comblé que ces généraux israéliens entrent dans la ville sainte. Sur cette photographie, il manque quelqu'un, un homme qui fit tout ce qu'il put pour éviter la guerre. C'est Levi Eshkol, Premier ministre israélien. Qui se souvient de lui? Il est tout le contraire de Nasser. Il ne fait pas rêver son peuple. Tout juste fait-il la joie des caricaturistes. Eshkol est avant tout un homme de conciliation, un homme qui cherche à éviter les solutions radicales. En juin 67, il ne peut contenir les va-t-en-guerre et les généraux. 1 an et demi après la guerre, il meurt à 74 ans d'une crise cardiaque. Le cœur brisé, dit sa femme. La guerre de juin 67 fut pour Israël une victoire militaire éclatante. Mais avec les années, l'occupation des territoires conquis a suscité une résistance palestinienne irréductible et a conduit Israël à l'enlisement. Le Caire, 14 mai 1967. Un convoi de voitures officielles file dans la nuit vers la résidence du président Gamal Abdel Nasser. C'est Anwar el-Sadat, le président de l'Assemblée nationale, de retour de Moscou. Il porte un message des dirigeants soviétiques, les puissants alliés de l'Égypte. Un message urgent et inquiétant. Israël s'apprêterait à attaquer la Syrie dans les tout prochains jours. Sadat entre dans le bureau de Nasser, où se trouve aussi le maréchal Amer, chef d'état-major des armées. Dans un monde arabe qui tente de sortir du sous-développement, l'Égypte est le pays le plus influent. Elle a signé un pacte d'alliance militaire avec la Syrie. Si la Syrie est attaquée, l'Égypte doit se porter à son secours. Des affrontements militaires sont fréquents depuis 1 an entre la Syrie et Israël. Le message soviétique apparaît donc plausible. Nasser n'a pas mis en doute les affirmations des Soviétiques. Il fallait donc qu'il agisse. Si Israël attaquait la Syrie, l'Égypte lui devait assistance vu leur alliance. Et s'il ne le faisait pas, il aurait été en mauvaise posture dans le monde arabe. Amer affirme à Nasser que l'armée est en mesure de faire face à Israël. La mobilisation générale est lancée. L'armée, épuisée par une guerre au Yémen, manque d'hommes. Alors c'est avant tout dans les campagnes et les villages du delta du Nil
que l'État va chercher ses fantassins. Par milliers, les paysans du delta reçoivent leur ordre de mobilisation. Pour nous, il n'y avait que Nasser. Les paysans étaient très pauvres et Nasser leur a donné de la terre. Nasser aidait les pauvres. Nasser, nous l'aimions tous. Dans les premières 48 heures, 3 divisions s'engagent dans le Sinaï. 45 000 soldats, 300 tanks, 450 véhicules blindés, des unités d'artillerie. Les hommes sont pour la plupart des appelés, peu formés, et des équipements principalement fournis par les soviétiques. Le défilé est impressionnant et fournit de bonnes images à la télévision. Une seule certitude, en exhibant des troupes en masse, si près de la frontière avec Israël, Nasser vient de faire un geste spectaculaire qui aura des répercussions dans toute la région, pour longtemps. Le 15 mai, une autre parade. C'est pour la fête nationale israélienne, à Jérusalem, à quelques centaines de mètres de la frontière avec la Jordanie, qui divise la ville. Levi Eshkol, Premier ministre et aussi ministre de la Défense, passe les troupes en revue. Il est informé des mouvements des troupes égyptiennes dans le Sinaï. Je suis assis pas loin de Levi Eshkol, sur une tribune dans le stade. Le défilé commence et un officier arrive. Il murmure quelque chose à l'oreille d'Eshkol. Eshkol fronce le sourcil, a l'air inquiet. Que cherche Nasser en mobilisant son armée? Sans doute Eshkol s'interroge-t-il, mais il participe aux festivités comme si de rien n'était. Conseillé par Rabin, son chef d'état-major, Eshkol décide quand même de mobiliser une brigade blindée, mais pas plus. En attendant d'en savoir davantage. Dans les heures qui suivent, 3000 hommes sont appelés, selon les procédures bien rodées d'une armée efficace. L'un d'entre eux, Yehoshua Bar Dayan, soldat de réserve israélien, commence la rédaction d'un carnet de bord où il consigne ses impressions. « 11 heures du soir, le téléphone sonne. Je dois partir dans les 10 minutes et donner un coup de main pour mobiliser mon unité. Gila est tout ému. Je suis nerveux, moi aussi. Il faudra toute la nuit pour mobiliser tout le monde. On monte les escaliers, on frappe à la porte. Visage inquiet. Des pères qui vont embrasser leurs gosses, qui essaient de les calmer, les rassurer. À 6 heures, je suis de retour. J'embrasse Gila et Yariv. Quand je repars, ils me font signe du balcon. Au ministère de la Défense, où se réunissent au même moment les hommes des services de renseignement, on ne voit pas dans l'action de l'Égypte le prélude à une guerre. Nous avons étudié la situation. Et dès minuit, nous avons produit notre première analyse sur les mouvements des troupes égyptiennes. Notre interprétation était qu'il s'agissait d'une tactique visant à faire pression sur Israël, au cas où nous voudrions attaquer la Syrie. Pour le général Gazit, la guerre n'est pas à l'ordre du jour. Cette nuit-là, revenant chez lui, il entend dans sa voiture « Jérusalem dort », grand succès du moment à la radio.
Cette chanson exhorte les Juifs à ne jamais oublier Jérusalem. De son côté, Nasser a fait vérifier la situation militaire à la frontière syrienne. Pas de concentration de troupes israéliennes, lui dit-on. Nasser va-t-il retirer ses troupes du Sinaï? En mobilisant son armée, il a déclenché l'enthousiasme des peuples arabes. C'est de son attraction sur les masses qu'il tient son autorité. Il ne veut pas les démoraliser. Il ne peut pas faire machine arrière. Une des raisons de l'amour des Arabes pour Nasser, c'était son nationalisme. Il suscitait l'enthousiasme des Arabes où qu'ils se trouvent, en leur faisant comprendre qu'ils constituaient une force en tant qu'Arabes et non pas en tant que ressortissants de tel ou tel pays. Nasser se saisit de l'occasion pour renforcer la présence arabe sur la scène internationale. C'est son souci de toujours. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez. 1956, il force le destin. Il annonce la nationalisation du canal de Suez, d'importance stratégique pour l'acheminement du pétrole en Occident. Octobre 56. Israël, la France et la Grande-Bretagne conjuguent leurs forces pour reprendre le canal. The Egyptian army was defeated. Ce fut certes une défaite militaire, mais Nasser la transforme en succès politique, quand le Conseil de sécurité de l'ONU ordonne le retrait des armées étrangères. Notez qu'en 1956, c'est quand même une victoire. Dans la mesure où aussi bien les deux grandes puissances impériales qui ont dominé la scène politique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France, ont obligé de se retirer, et bien plus, les troupes israéliennes ont obligé de se retirer aussi, et le canal de Suez a été nationalisé. La victoire politique de Nasser est cependant restée inachevée. Il a dû faire deux concessions, qui étaient de taille. Accepter des forces de l'ONU sur le sol égyptien, accepter la libre navigation dans le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba, y compris pour les navires israéliens. Pendant près de 10 ans, cette frontière stratégique redevient calme grâce au casque bleu de l'ONU. Mais en ce mois de mai 1967, tout va être remis en cause avec une nouvelle initiative de Nasser. J'ai reçu un appel téléphonique du général de brigade Sharkawi, qui était l'officier de liaison. Il m'a dit qu'il avait reçu des instructions de l'état-major au Caire. Le même jour, le général Sharkawi arrive avec un message du Caire. L'Égypte demande aux casques bleus de quitter leur poste de contrôle, le long de la frontière. Si la guerre devait éclater, leur sécurité ne pourrait être garantie, dit le message. J'ai réagi très froidement. J'ai dit, écoutez, je vais faire part de votre message au secrétaire général et lui demander ses ordres. Et alors Sharkawi m'a dit, « Mais monsieur, qu'en pensez-vous vous-même » J'ai réfléchi très vite et lui ai dit, « Avez-vous bien mesuré les conséquences de votre démarche? Avez-vous bien pris en compte ce que vous devrez faire vis-à-vis Israël lorsque vous aurez avancé vos troupes vers la frontière après le départ des forces de l'ONU? Avez-vous bien réfléchi à la réaction des Israéliens ?» Il a répondu, « Cher monsieur, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour déjeuner à Tel Aviv. »
L'ONU est mise au pied du mur. Les pays du tiers-monde, qui refusent de s'aligner sur les grandes puissances, y jouent maintenant un rôle décisif. Ils voient en Nasser l'un des leurs. Utan, le secrétaire général, décide de respecter la décision de l'Égypte. These are the last pictures taken of members of the United Nations Emergency Peacekeeping Force in position on Egyptian territory at the Gaza Strip frontier with Israel. We filmed them last Quelques jours plus tard, les forces de maintien de la paix s'en vont. The time 2 p.m. De l'autre côté de la frontière, les Israéliens observent le départ des forces de l'ONU. Plus aucune force internationale pour séparer maintenant les armées israéliennes et égyptiennes. En demandant le départ de l'ONU, Nasser a fait monter les enjeux. La mise en cause des accords de 1956 crée une situation critique. Tel Aviv, ambassade américaine. John Haddon de la CIA rend compte des événements à sa hiérarchie. Nasser fait monter la mise, analyse-t-il, mais cela ne signifie pas qu'il cherche la guerre. Cela me rappelait un petit garçon qui est retenu par son père. Il dit « Laisse-moi, je veux aller me battre, laisse-moi ». En fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le retienne, mais tout d'un coup, son père le laisse aller. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien pour le retenir. C'est chez lui, dans une rue tranquille de Jérusalem, que Lévi Eshkol apprend le retrait de l'ONU. Il craint que se déclenche une dynamique que personne ne pourra plus maîtriser. Extrait du journal de son conseiller militaire, le colonel Lior. Ce soir, Eshkol s'est confié à son adjoint, à moi et surtout à son épouse, Myriam. Comme Nasser, Eshkol est conscient que le départ des forces de l'ONU crée une situation nouvelle qui pourrait mener à la guerre. Tout incident peut conduire à un débordement. Maintenant que les forces de l'ONU se sont retirées, le détroit de Tiran est sous contrôle égyptien. Pour afficher cette souveraineté retrouvée, Nasser est tenté d'aller plus loin. Interdire l'accès aux navires israéliens dans le détroit. Mais, demande Nasser à son chef d'état-major, si Israël réagissait, quelle serait la capacité de défense de l'Égypte? Le maréchal Amer répond que son armée est prête. Beaucoup de gens vous diront que le seul responsable des décisions était Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux vous affirmer que si la direction militaire avait informé Nasser que les troupes n'étaient pas préparées, qu'elles n'étaient pas prêtes pour la guerre, il n'aurait pas fait monter la pression à ce point. Nasser ne peut que se fier au commandement militaire, en particulier Amer. Amer et Nasser sont de vieux compagnons de combat. Ensemble, ils ont pris le pouvoir en Égypte, il y a 15 ans. Il y a comme un pacte entre eux. À Nasser, les affaires de l'État, à Amer, celles de l'armée. Rompre ce pacte mettrait en cause la stabilité du pouvoir en Égypte. Nasser disait « Je suis un joueur d'échecs, mais c'est en politique que je mène mon jeu, pas dans le domaine militaire. J'ai mené mon jeu à maintes reprises avant 1967. Mais cette fois, ce qui m'a fait aller à la guerre,
C'est ce que m'a affirmé Amer sur l'état des forces égyptiennes. L'état de l'armée est trompeur. L'armée est nombreuse, mais fragile. La tragédie, c'est qu'ils étaient incapables d'évaluer le rapport des forces. Il faut dire que ce n'est pas facile. Les nombres ne suffisent pas. Il faut aussi du jugement fondé sur l'expérience. 3 tanks plus 3, ça n'en fait pas forcément 6. Ces quelques heures sont cruciales. Nasser sait que la fermeture du détroit de Tiran peut constituer une cause de guerre. Le détroit est pour Israël la seule voie d'accès maritime au sud. Parviendra-t-il à mettre les grandes puissances devant le fait accompli, comme il avait su le faire en 1956 pour la nationalisation du canal? Sa décision est prise. Elle marquera sa vie, comme elle marquera l'histoire de l'Égypte. C'est devant des aviateurs que Nasser annonce la fermeture du détroit. Il est accompagné d'Amer, comme s'il voulait afficher sa confiance dans l'armée. Le colonel Lior, conseiller militaire d'Eshkol, est réveillé à 2h30 du matin. On lui annonce la fermeture du détroit de Tiran. Je suis assis dans mon lit. Je sens le sang battre dans mes tempes. Je sais que la situation est sans retour. Israël fera la guerre. On me demande de descendre à la salle du Conseil des ministres. Je pense que la guerre va éclater aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser à l'armée égyptienne le temps de s'organiser. Je réveille Eshkol sur sa ligne directe. Monsieur le Premier ministre, les Égyptiens ont fermé le détroit. « 8h le matin. Eshkol rencontre plusieurs généraux qui attendent de lui des décisions. Il y a là le chef de l'état-major, Yitzhak Rabin, et le chef des services de renseignement, Aharon Yariv. Pour eux, Israël doit répondre par la force, pour affirmer sa supériorité militaire. Eshkol écoute ses généraux. Il veut savoir si le détroit est effectivement bloqué. D'ici une semaine, un cargo pétrolier se présentera dans le golfe d'Aqaba à destination du port israélien d'Eilat. On verra bien si les Égyptiens empêcheront son passage. Mais pour les militaires, peu importe de savoir si le détroit est véritablement fermé. Dès lors qu'il était annoncé que c'était fermé, pour les Israéliens, reculer et vu ce qui se passait, ce n'était pas possible. Pas possible parce que ça aurait été reconnaître une défaite. What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs? Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them. En Israël, ce qui agite les militaires est de savoir s'ils peuvent rester l'arme au pied, au risque de donner une impression de faiblesse. Le général Rabin, chef d'état-major, déclare « Ce n'est pas seulement la liberté de navigation qui est en cause. C'est la crédibilité d'Israël, sa détermination et sa capacité à exercer son droit de se défendre qui sont en jeu. » Au terme d'une discussion orageuse, le gouvernement remet sa décision au surlendemain et confie une mission d'urgence au ministre des Affaires étrangères, Abba Eban. Consulter les alliés d'Israël en Europe et en Amérique dans l'espoir qu'ils imposent la réouverture du détroit.
En Égypte, la radio officielle affûte ses arguments pour mobiliser l'opinion publique. La radio s'adressait aux populations arabes en leur demandant de se ranger aux côtés de l'Égypte en cas de guerre. Tous avaient la certitude que l'armée pouvait gagner, y compris nous dans les médias. من الواضح أن عبد الناصر كان هو القوة الروحية Il n'y avait aucun doute que Gamal Abdel Nasser allait le plus loin du point de vue des Arabes. Du golfe Persique jusqu'à l'océan Atlantique, Nasser était le dirigeant que nous attendions. الموديل النهائي للشخصية التاريخية المنتظرة هو عبد الناصر. أبناء الشعب العربي هم السبب فيما حدث في شرق فلسطين. فبالتالي إيه صحيح كثير من الناس كانوا يقولوا. Il est vrai que des gens disaient que Nasser ce n'était que du blabla. Mais en réalité, le monde arabe était prêt à le suivre. Le monde arabe était prêt à tout faire pour un projet qui réussisse. Pour Nasser, la Palestine est au cœur du combat de la nation arabe. C'est vers lui que se tournent des centaines de milliers de Palestiniens, réfugiés en Jordanie ou à Gaza depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Case of the Arabs of Palestine. You know, here in this part of the world, the Arab country, no one accepts this idea about forgetting all the past, all the 20 years, and close our eyes and leave everything as it is. We insist about the rights of the Arabs of Palestine. En 1967, il n'y a guère que Nasser pour entretenir l'espoir des Palestiniens de revenir dans leur village et leurs terres. Les gens étaient très... Ils se tournaient vers Nasser. Vous savez, il était encore plus populaire auprès des Palestiniens que des Égyptiens. Je me souviens d'avoir vu son visage sur des tapis de prière. J'étais ébahi. Mais c'est quoi ce visage d'Abdel Nasser sur un tapis de prière? Je veux dire, il était un héros extraordinaire, comme s'il ne pouvait agir que dans le bon sens. L'atmosphère a changé. Peinture murale de propagande, émissions politiques à la radio et à la télévision égyptienne. L'objectif est de mobiliser les populations arabes. Et les émissions franchissent les frontières, jusqu'en Israël. Certains programmes sont même diffusés en hébreu pour les Israéliens. Cette propagande a son effet en Israël où la télévision n'existe pas encore. En 1967, ce sont les programmes de la télévision égyptienne que l'on regarde dans le pays. Vous ouvrez votre téléviseur et vous voyez la télé égyptienne. Et vous voyez la liesse dans les rues. Vous voyez Nasser dans une base aérienne dans le Sinaï avec des pilotes de MiG-21 dans leur combinaison de vol, prêts au combat avec un énorme sourire. Vous voyez une immense quantité de tanks qui entrent dans le Sinaï. Les caricatures de presse publiées en Égypte sont reproduites en Israël. Elles contribuent à affoler l'opinion publique avec leur imagerie de destruction guerrière. Les Israéliens se préparent au pire. Des rabbins consacrent la terre de parcs publics pour les transformer en futurs cimetières. Des volontaires se pressent pour offrir leur sang. On creuse des tranchées. Presque tous les réservistes sont maintenant mobilisés. J'avais très peur de quitter ma maison. Les rues étaient vides. C'était comme une ville fantôme.
Je me disais que si nous étions occupés, j'ouvrirais le gaz pour mourir tous ensemble. Je n'accepterai pas qu'on fasse du mal à mes enfants. הפגנות אהדה והזדהות עם ישראל במאבקה נערכו ברבות מערי מערב אירופה. בהולנד הפגינו אלפים לנוכח קונסוליית ישראל. La propagande des États arabes fait son effet bien au-delà d'Israël. Dans le monde entier, elle réactive la crainte de l'anéantissement. وإسرائيل استفادت من الجانب الأول من الخطاب يعني الجانب الجماهيري لتقول للعالم. Israël s'est servi de notre discours pour prouver à l'Europe, à l'Occident, que les Arabes voulaient jeter les Juifs à la mer. ومن سوء الحظ من سوء الحظ أن بعد بعض قادتنا. Il est malheureusement exact qu'ils ont dit ce genre de choses. ولكن نحن لا. Moi, je n'étais pas d'accord. لم أكن أصدق بهذا الكلام. وإسرائيل يعني استغلت هذه الفرصة لتنقل هذه الصورة. Israël a exploité cette idée d'un nouvel holocauste et a fait ce qu'il fallait pour que les médias occidentaux soient bien au courant. De jeunes volontaires juifs se proposent de rejoindre Israël, qu'ils estiment en danger. I'm just going there because I feel, the need to go there at this particular time. What are you going to do when you get out there? Whatever they ask me to do. I feel that I identify strongly with Israel, and I feel that they need me perhaps now more than they will next year. Il y avait ce sentiment que nous étions à la veille de quelque chose. Quelque chose pouvait arriver à tout moment. On est à la limite. Quelque chose va forcément exploser. Alors que la propagande égyptienne affole l'opinion publique israélienne, comme les communautés juives du monde entier, les militaires israéliens gardent leur calme. Eux savent à quoi s'en tenir. C'est que les généraux disposent d'analyses sur la supériorité militaire écrasante de l'armée israélienne. Ces analyses sont gardées secrètes et le public israélien ne les découvrira que des années après la guerre. Dans l'armée, nous nous faisions une image très réaliste du véritable rapport des forces. Nous n'avions aucune incertitude, aucun doute à ce sujet. Nous étions très confiants sur ce qui allait arriver. Personne n'a jamais imaginé, même en cauchemar, qu'il y avait un danger réel quant à l'existence d'Israël. Lévi Eshkol se trouve ainsi pris entre deux feux. En tant que ministre de la Défense, il est bien conscient que son armée n'a pas grand-chose à redouter des armées arabes. Mais en tant que Premier ministre, il doit tenir compte des angoisses du peuple. On sent une inquiétude grandissante dans le public à l'encontre d'Eshkol et de sa direction. Cette obstination à remettre ses décisions de jour en jour. Et la pression se fait de plus en plus grande. Donnez-nous un général, donnez-nous un général, donnez-nous un chef militaire. La presse harcèle Eshkol. Les caricatures le présentent en chef indécis, brutalisé par l'ennemi pendant son sommeil. Ces derniers jours sont très durs pour Eshkol. Même ses amis les plus proches dans son propre parti exigent qu'il lâche le ministère de la Défense. Il ne comprend pas pourquoi. Il demande qu'ai-je donc fait pour être traité ainsi. Il se souvient que personne n'a jamais pu lui reprocher de mettre à mal les capacités de défense du pays. La pression est de plus en plus forte. Il est toujours plus isolé en Israël. Le 23 mai, au Caire,
Utan, secrétaire général de l'ONU, arrive pour des négociations de la dernière chance avec Nasser, dans l'espoir d'éviter la guerre. Nasser, Utan et le général Riki, commandant des forces de l'ONU en Égypte, ne parviennent à aucun résultat. Cependant, les visiteurs de Nasser comprennent mieux à quoi Nasser doit faire face. Après les photos de presse, Nasser invite les deux hommes à un dîner privé. Ils sont les derniers étrangers à avoir parlé avec lui avant la guerre. Je pense que l'essentiel de ce qui est ressorti, c'est qu'il était sous une pression politique énorme. Il nous a dit que les militaires le poussaient à aller à la guerre. Écoutez, je ne me souviens pas de ces mots exacts. Je suis désolé, mais en tout cas, il a clairement indiqué qu'il redoutait un coup, un assassinat. Il avait cela aussi en tête. Nasser est face à un précipice. Le monde arabe espère une libération de la Palestine qui passe par une invasion d'Israël. Nasser est poussé par ses militaires à agir, à attaquer le premier. Mais lui veut d'abord savoir s'il peut compter sur le soutien des Soviétiques. Nasser envoie Shams Badran, son ministre de la Défense, à Moscou. Le président égyptien connaît la réticence des Soviétiques à une première frappe par l'Égypte. Si les Soviétiques confirment leur refus, Nasser aura de bons arguments pour temporiser. Comme le rapporte le diplomate Pavel Akopov, Badran reçoit une réponse sans équivoque de Kosygin. Nous ne pouvons vous donner notre accord pour une frappe préventive contre Israël. Nous ne pouvons accepter que vous preniez l'initiative d'une attaque. Dès lors que vous engagez une frappe préventive, c'est vous qui devenez l'agresseur. C'est contraire à notre politique. Nous ne pouvons soutenir une agression. Au même moment, Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères israélien, arrive à Washington pour une rencontre avec le président Johnson. Les États-Unis sont alors très engagés dans la guerre au Vietnam. Le président se lancera-t-il dans une entreprise risquée, forcer la réouverture du détroit de Tiran avec l'arrivée de navires américains? Il m'a fait part de son incapacité d'agir. Jamais je n'avais entendu, ni n'ai entendu depuis, rien de pareil de la part d'un dirigeant américain. Il a dit qu'il était véritablement contraint et limité par la guerre du Vietnam. Et qu'il ne serait pas en mesure de mettre en œuvre ce qui était alors sa politique, forcer l'ouverture du détroit en faisant appel aux moyens de l'Amérique. Il a ensuite dit, dans ce qui était une expression assez énigmatique, à la façon d'un oracle de Delphes, Israël ne sera seul que si elle décide d'agir seule. Le message qu'apporte Abba Eban ne peut guère aider Eshkol face à ses généraux. Il est maintenant à court d'initiative. La position de Johnson met les Israéliens face à leurs responsabilités. Le dilemme se résume à une question immédiate. Prendre l'initiative de la guerre ou pas? Il consulte son gouvernement. La moitié des ministres veut attendre, l'autre veut passer à l'attaque. Eshkol subit aussi le siège de son opposition. Sous ses fenêtres, des manifestants exigent qu'il se fasse remplacer au ministère de la Défense par Moshe Dayan, un général, lui. Des femmes mettaient en scène une manifestation bruyante pas loin des locaux du Parti travailliste. On pouvait les entendre scander des slogans. « Donnez-nous Dayan, donnez-nous Dayan ».
Faire entrer au gouvernement le général Dayan devient le thème central des discussions politiques. Dayan, le héros de 1956 au ministère de la Défense, voilà qui paraît être une réponse rassurante pour l'opinion publique. Nous avons essayé de défendre Eshkol, mais on est arrivé à un point de non-retour où la population et les membres du parti voulaient sa tête. Eshkol est maintenant sommé de s'adresser à ses concitoyens. Il lui faut calmer les esprits et puis il faut dénouer la crise. C'est le premier discours de Levi Eshkol à la nation depuis le début des événements. Nous l'avons emmené au studio et j'ai organisé avec lui 2 répétitions. Il était très bon, cohérent, à l'aise. Autour de la table, il y avait Haggai, Eshkol et l'assistant d'Eshkol, Adia. C'est le moment du direct. Eshkol a lu son texte en direct parfaitement, jusqu'à ce qu'il arrive à un mot très simple, où il était question du retrait des troupes égyptiennes. Il s'est arrêté, s'est retourné et a demandé « Adia, c'est quoi sur le retrait ?» Je me suis précipité vers lui en lui disant « Eshkol, vous êtes en direct. » Il a continué à lire en bégayant. C'était vraiment un gros ratage. J'ai coupé le micro quelques secondes. L'homme qui est censé être le commandant en chef des armées arrive et bégaye. Et dans toute l'histoire de la race humaine, on a du mal à imaginer qu'un simple bégaiement conduise à un scandale national. L'effet de l'émission est épouvantable, écrit le colonel Lior. Eshkol, avec son bégaiement, n'a fait qu'ajouter au sentiment de danger et de confusion. On dit que des soldats ont fondu en larmes en l'entendant. L'opposition en profite au maximum. La journée n'est pas terminée. Eshkol doit rencontrer l'état-major pour s'expliquer. Lior appelle cette soirée « la nuit des généraux ». À vrai dire, au quartier général, il fait toujours nuit, même de jour. Il n'y a que des néons pour éclairer le visage des généraux. Les généraux affirment qu'Israël est en train de perdre sa capacité de dissuasion en laissant sans réponse le défi de Nasser. C'est au tour d'Eshkol de répondre. Mis au pied du mur, il parle aux généraux comme il ne l'a jamais fait en public, dans un discours qui ne sera connu que longtemps après la guerre. Depuis quand Israël fait-elle des frappes préventives? Je n'accepte pas l'argument selon lequel il faut aller à la guerre du seul fait que l'armée égyptienne est en position d'attente dans le désert. La dissuasion n'a jamais voulu dire que l'on doit forcément passer à l'acte. Combien de temps allons-nous vivre par la seule force des armes? Vous avez demandé des armements supplémentaires, vous les avez eus. Vous avez voulu des avions, vous les avez eus. Vous avez demandé des tanks, vous les avez eus. Mais vous n'avez pas obtenu tout cela pour pouvoir dire un jour « Eh bien maintenant, on peut détruire l'armée égyptienne ». Cela a été un putsch tranquille de l'état-major. Jusqu'à quel point Eshkol aurait-il pu retarder encore la décision? Il essayait toujours. Un jour de plus, 2 semaines de plus, encore un moment, encore une autre tentative. Il était évident que Eshkol ne pouvait pas tenir seul contre tous. Et s'opposer à l'armée, c'est très compliqué, même de nos jours. En ce temps, c'est pour ainsi dire impossible. Comment osait-il
La grande et sacro-sainte armée dit qu'il n'y a d'autre choix que d'aller à la guerre et ce bégayeur d'Eshkol veut dire à l'armée ce qui est bon, ce qui doit être fait. Il n'avait rien pour lui. Coup de théâtre. Le roi Hussein de Jordanie s'invite au Caire. Hussein et Nasser ne se sont pas parlé depuis des années. Pour Nasser, Hussein n'a jamais été qu'un roi d'opérette, une marionnette des Anglais et des Américains. Quelques jours auparavant, le roi Hussein a confié à des diplomates occidentaux « La fermeture du détroit de Tiran est une folie. Cela ne peut que conduire à une catastrophe. Les Arabes ne sont pas prêts pour la guerre. » Et voilà que Hussein arrive au Caire pour s'allier à l'Égypte de Nasser. Je pense que Feu le roi estimait qu'Israël se préparait à la guerre, que la guerre était imminente. Il était totalement convaincu que le but d'Israël était la conquête de la rive ouest du Jourdain et de Jérusalem, pas du Sinaï, des hauteurs du Golan ou encore d'un autre front. Il avait besoin de fortifier le front jordanien en faisant un maillon d'un front arabe uni. Le roi Hussein pensait que pour défendre la Cisjordanie, il avait besoin de soutien arabe. Ces soutiens arabes manqueraient d'ardeur, à moins de se raccommoder avec Nasser, qui était bien entendu perçu par les masses arabes comme le grand leader. En s'alliant à Nasser, Hussein espère bien faire d'une pierre deux coups. Protéger son pays contre une invasion israélienne et se mettre en accord avec sa population, à moitié composée de Palestiniens. C'est Hussein lui-même qui propose qu'un général égyptien vienne prendre le commandement de l'armée jordanienne. C'est comme si j'occupais la Jordanie sans y mettre un seul soldat, dira Nasser. Nasser a été très impressionné par l'enthousiasme du roi. Il n'avait jamais imaginé que cela puisse arriver et il ne l'a jamais oublié jusqu'à sa mort. Il y a maintenant un troisième front arabe, en plus de l'Égypte et la Syrie. Le ralliement de la Jordanie entraînera des renforts saoudiens et irakiens. Israël est pratiquement encerclé. En 2 semaines, Nasser est revenu sur les concessions de 1956. L'union de la nation arabe est en marche. Les peuples arabes sont avec lui. Lévi Eshkol ne peut plus résister à la pression de l'opinion et des généraux. Il se résout à nommer Moshe Dayan ministre de la Défense d'un nouveau gouvernement d'unité nationale qui aura pour mission de mener la guerre. One thing about the significance of this appointment is immediately clear. It's an outright victory for all those in Israel who favor the taking of a much tougher line against Egypt. Well, does General Dayan's appointment mean that Israel is now about to commit herself to war at all costs? Les envoyés de la presse étrangère font l'assaut du nouveau ministre de la Défense. I should think that just now it's a, well, let's put it like that. It's too late and too early, too late to react right away on the blockading of the state of Eilat, and too early to draw any conclusion of the diplomatic management or way of handling the matter. Eshkol dirige une réunion du cabinet qui est d'une importance cruciale. Le pays va-t-il entrer en guerre? Dayan donne le ton. Nous ne pouvons pas perdre l'initiative, dit-il. La situation militaire devient plus complexe. Peu importe que le premier coup de feu vienne de chez nous, il s'agit maintenant d'agir et vite. Le gouvernement procède ensuite au vote. 12 pour la guerre, 2 contre. C'est Dayan qui propose le texte soumis au vote du gouvernement. Le gouvernement décide d'agir pour briser l'encerclement de l'ennemi. Le gouvernement confie au Premier ministre et au ministre de la Défense la décision du moment de l'engagement de nos forces.
Ça y est, tout est dit, écrit Lior. On ne peut plus revenir en arrière. La décision est prise. Je suis allongé. Je me rappelle de tout ce qui est arrivé depuis ce moment où nous étions tous sur le balcon du bureau du Premier ministre, à la veille de la fête nationale. Je pense à Eshkol. En 3 semaines, il a enduré des pressions inimaginables venues de l'étranger comme d'ici. Il lui a fallu endurer une injustice incroyable. Mais cette nuit, il n'y a plus de place pour les sentiments. 6 heures du matin. Appel du quartier général. Une page est tournée. C'est une belle matinée d'été, mais dans 1 heure, ce sera la guerre.